Du calcul des séquents. Dans la première partie, on avait construit ce petit calcul pour la logique classique propositionnelle. Enfin, petit, façon de parler. Et ben, il est maintenant temps de l'étendre pour le calcul des prédicats, c'est-à-dire la logique du premier ordre, dans lequel on a des prédicats et des quantificateurs. Alors, avant de réfléchir à comment on pourrait faire ça, je vous donne la bonne nouvelle, c'est qu'on va simplement ajouter des règles, on ne va pas avoir besoin de modifier les règles existantes. Mais donc avant d'expliquer comment construire ces nouvelles règles pour les quantificateurs, en fait, je vais vous rappeler un petit peu pour vous mettre dans le bain la structure générale du calcul des séquents, donc le type de choses qu'on veut considérer maintenant. Donc rappel, un séquent c'est quoi? C'est deux multi-ensembles de formules séparés par le signe thèse qu'on lit informellement comme une implication. Et la lecture d'un séquent dans son ensemble, c'est la conjonction des formules présentes à gauche du séquent implique la disjonction des formules présentes à droite du séquent. Donc les séquents, c'est les énoncés, les jugements de base qu'on manipule dans le calcul des séquents. Et ce qui est important ensuite, c'est quelles règles on se donne pour dériver des séquents, pour construire des arbres de dérivation dont la conclusion sont des séquents qu'on affirme comme étant valides. Alors les règles, elles sont très structurées. Il y a d'abord ce qu'on appelle la règle d'identité. C'est la règle axiome qui dit que si on a phi parmi les hypothèses du séquent et parmi les conclusions du séquent, alors le séquent est valide. Donc ça c'est une règle qui permet de conclure sans prémisse, c'est valide sans condition. On a ensuite un deuxième groupe de règles qu'on appelle les règles structurelles qui permettent de manipuler simplement le multi-ensemble d'un côté ou de l'autre du séquent. Donc parfois on a des règles structurelles qui permettent d'enlever une formule du multi-ensemble. Elles ne sont pas rigoureusement nécessaires, donc pour alléger un peu la présentation, je ne les ai pas mises ici. J'ai mis seulement les règles de contraction qui permettent de dupliquer une formule. Donc par exemple, si j'ai phi parmi les hypothèses d'un séquent, eh ben, peut-être que ça m'arrange de dupliquer phi pour essayer, avant de continuer à prouver ce séquent. Alors si vous vous rappelez de la preuve de complétude qu'on avait fait dans le calcul propositionnel, vous savez que ces choses-là étaient in fine inutiles pour la logique classique et n'étaient nécessaires finalement pour la complétude que dans le cas intuitionniste. Je les remets ici parce qu'avec le premier ordre, ça se complique. Donc on se les remet et on réfléchira ensuite à dans quelle mesure on en a besoin, dans quel cas on en a besoin. Donc après les règles structurelles, on a les règles logiques, et il y en a exactement deux par connecteur, selon que le connecteur logique apparaisse à gauche ou à droite du séquent. Par exemple, pour la conjonction, la règle gauche dit que si on a phi et psi parmi les hypothèses, on peut éclater la conjonction et remplacer la formule par ces deux sous-formules dans le séquent avant de poursuivre la preuve. À droite, si on a phi et psi parmi les conclusions du séquent, eh ben on fait une preuve en deux parties. D'abord, on doit d'une part prouver le séquent avec phi en conclusion, et d'autre part le prouver avec psi en conclusion. On a quelque chose de tout à fait symétrique pour la disjonction, et pour la négation, les règles logiques disent que quand la règle de négation fait passer une formule de la gauche à la droite du séquent, en enlevant bien sûr le connecteur de négation devant la formule. Alors qu'est-ce que j'ai oublié là? Comme d'habitude, j'ai oublié les unités. Vrai et faux, j'ai pas mis leurs règles. Je vous renvoie à la partie 1 ou à votre imagination pour les inventer, elles vont pas trop nous préoccuper là. J'ai pas non plus mis l'implication, parce que je compte m'appuyer sur le fait que on peut lire l'implication A implique B comme non A ou B, ce qui permet de traiter les implications par le biais des règles du ou et de la négation. Donc on peut considérer uniquement ce calcul dans le cas propositionnel, et ce sera ça notre base pour passer au premier ordre.
Alors parlons du premier ordre. Donc pour arriver à nos règles de calcul des séquents, on va commencer par réfléchir à comment on prouverait une formule de logique du premier ordre en langage mathématique usuel, sur papier ou au tableau, comme on fait des preuves en général dans la logique du premier ordre, puisque c'est finalement le langage qu'on parle le plus souvent en mathématiques. Donc, mettons que je veuille prouver une formule telle que celle-ci. Pour tout x, P de x implique qu'il existe y tel que P de y. Donc cette formule, elle est évidemment valide. Et si je veux la prouver en langage mathématique usuel, je vais dire soit un x quelconque, supposons P de x, et montrons il existe y tel que P de y. Et là, bien sûr, je vais dire, prenons y égale x, puisque j'ai supposé P de x, avec y égale x, je pourrais montrer P de x. Donc la clé ici, c'est que ce truc-là, le pour tout, dans le langage de la preuve, et pour l'instant on parle de preuve informelle, ça devient quelque chose qui introduit un objet x quelconque. De la même façon que l'implication, dans le langage de la preuve, c'est traduit en supposons ceci et montrons cela. En fait, ce qu'on fait au fond dans la preuve informelle, dans la preuve mathématique usuelle, disons, c'est la même chose qu'en calcul des séquences, c'est qu'on traduit les connecteurs logiques un par une construction dans le métalangage de la preuve. Bon, et donc la construction qui nous intéresse pour l'instant, c'est ça, c'est soit un x quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire un x quelconque? Comment on va formaliser ce que c'est que quelconque? Et pour y arriver, peut-être qu'on peut prendre un exemple d'un cas où on fait une bêtise et on ne prend pas vraiment quelque chose de quelconque. Donc, par exemple, je voudrais considérer une variante de la formule précédente que je vais vous prouver. Soit un x quelconque, supposons P de x, et montrons pour tout x P de x. Donc prenons un autre x quelconque, et montrons P de x. Ah, P de x, c'est mon hypothèse. Donc je l'ai en hypothèse, en conclusion, donc j'ai gagné. Alors évidemment, là, c'est une arnaque grossière, et la clé, bien sûr, je l'ai dit, c'est qu'il faut prendre un autre x quelconque. Hein, c'est pas le même x. Une autre façon de dire ça, c'est que cette formule, elle devrait être équivalente, elle l'est, hein, en termes de validité, de satisfaction et tout ça, elle est équivalente à celle-là, et quand on l'écrit comme ça, on ne peut plus se tromper. Donc c'est très important, quand on traite les quantificateurs, et le quantificateur universel en premier lieu, c'est très important de faire attention qu'il n'y ait pas de confusion entre les différentes variables universelles introduites par ce soit un x quelconque. Et c'est la seule chose qui compte. Et en fait, on va l'introduire, on va formaliser cette idée du x quelconque par un x frais. Et un x frais, ça voudra simplement dire un x qui n'apparaît pas dans l'énoncé qu'on est en train de prouver pour l'instant. Et donc, les règles que nous allons considérer pour le calcul des séquents au premier ordre, c'est les précédentes, plus 4 règles, 2 pour chaque quantificateur. Alors là, je vais commencer par la règle droite du quantificateur universel. Donc si j'ai un pour tout x phi qui apparaît à droite d'un séquent, eh ben,
je vais me donner une règle qui permette de faire exactement ce qu'on vient de faire avant, introduire un x quelconque, c'est-à-dire un x frais, et essayer de prouver phi. En quelque sorte, voilà. Déconstruire la formule, faire passer la construction du niveau de la formule au niveau du séquent, c'est-à-dire de la preuve qu'on est en train de construire. Alors, dans un premier temps, on va écrire quelque chose qui paraît trivial, et ensuite on va écrire à côté la condition qui est que x n'apparaît pas dans les variables libres de gamma, phi et delta. Ça, c'est précisément ce qu'on veut dire par x frais. Donc ça, c'est ma règle droite pour le quantificateur universel. Et vous ne serez pas surpris si je fais la règle exactement symétrique. Si vous vous rappelez que tout est symétrique en logique classique, vous ne serez pas surpris que je fasse fondamentalement la même règle pour le quantificateur universel à gauche. Alors il y a un truc ici que je me permets pour alléger un tout petit peu l'écriture, c'est qu'on prend le x tel qu'il apparaît dans la formule et on requiert qu'il soit frais. Alors qu'est-ce qui se passe si x il a le malheur d'apparaître actuellement comme une variable libre quelque part, oh là là, quelque part dans le reste du séquent? Évidemment x peut apparaître dans phi comme une variable libre. Mais qu'est-ce qui se passe si x a le malheur d'apparaître ailleurs dans le séquent? Ce qui est le cas dans l'exemple, dans l'arnaque que je vous ai fait sur le deuxième exemple tout à l'heure. Eh ben, implicitement, ce que je voudrais qu'on se permette de faire ici, c'est renommer la variable liée. C'est-à-dire, si on n'a pas de chance et que x apparaît comme une variable fraîche, implicitement, on va dire que cette formule, elle est logiquement équivalente à la même formule où on a changé x en par exemple y, en choisissant un y frais, et en remplaçant bien sûr à l'intérieur de phi toutes les occurrences de x par y. L'alternative, ce serait de dire on prend un x frais et on prend un y frais, le dire explicitement, et on remplace ce x là, ici, par le y frais. Pour alléger l'écriture, je laisse ça implicite. Donc voilà pour les règles pour tout à droite et existe à droite. Et il faut maintenant que j'écrive la règle existe à gauche, il faut que j'écrive l'existentiel à droite. L'existentiel, c'est plus facile, il me semble. Que quand on veut prouver qu'il existe x tel que phi, il faut en exhiber un. Et exhiber quelqu'un qui fait marcher phi, c'est faire une substitution dans phi. Donc pour prouver il existe x phi, il faut prouver phi avec un certain t, n'importe lequel, celui que vous voulez, remplaçant la variable x dans phi. Voilà. Et de façon symétrique, on va avoir la même chose pour un universel à gauche. Pas de condition de fraîcheur dans ces deux règles-là. Pour tout à gauche, existe à droite. Et voilà, c'est prêt. On a un calcul des séquents pour la logique du premier ordre, le calcul des prédicats. Dans la suite, il faudra bien sûr voir s'il est véritablement correct et complet surtout pour notre logique.